Merci Nathalie, merci à Vincent pour cette présentation très intéressante. Nous allons accueillir notre deuxième invitée, Madame Caroline Watteau, qui va nous parler de mesures au cœur de la stratégie de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Alors, Caroline Watteau est directrice du département numérique responsable chez APL Data Centers. Elle fait partie aujourd'hui des experts français sur le sujet du numérique durable. Donc, depuis plus de 10 ans, elle assure des missions d'analyse, de cycle de vie et d'éco-conception de data centers et services numériques. Alors, parmi ces missions, un certain nombre ont été menées au sein de groupes tels que Veolia ou au sein d'un bureau d'études comme Neutreo qu'elle a fondé avant d'intégrer APL Data Center. Depuis 2018, elle participe au projet de R&D Négaoctet dont elle va nous parler. Et enfin, Caroline est très active au sein de l'association Alliance Green IT, dont elle est secrétaire générale. Caroline, je vous passe la parole. Bonjour Abdoulaye, bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Alors, attendez, je partage mon écran. Normalement, ça devrait s'afficher. Comme je ne vois pas le retour, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien affiché? Oui, c'est bien affiché. Super. Merci. Donc, bonjour à tous et puis merci de cette invitation. Je suis un petit peu déçue parce que normalement, ça devait être Georges Wefoué, qui est PhD au sein d'APL, qui devrait faire cette présentation. Et je me suis dit, un chercheur qui parle aux chercheurs, c'était une bonne introduction. Il n'y a pas pu être disponible. Du coup, c'est moi qui vais prendre le relais. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager auprès de la communauté scientifique notre vision, nos travaux de R&D qu'on mène sur le sujet du numérique responsable. Donc, c'est tout à fait en cohérence avec l'intervention de Vincent Courboulay qui a bien planté le décor et les enjeux du numérique responsable. Moi, je vais vous présenter plutôt ce qu'on fait alors, au niveau de notre activité et du lab d'APL, donc qui concentre nos activités de R&D. Abdoulaye, vous m'aviez confirmé qu'il y avait pas mal de thésards, chercheurs, enseignants-chercheurs sur le webinaire, donc j'en profite pour vous indiquer qu'on souhaite encore renforcer nos activités de R&D et du coup, on est à la recherche de profils PhD pour rejoindre nos équipes. Ça, c'est ma petite fierté personnelle, car APL, ça reste une PME et du coup, d'avoir monté un lab qui soit à l'interface entre nos partenaires académiques et nos clients industriels. Alors, je vais on s'était donné une trentaine de minutes, hein, c'est ça, Abdoulaye? C'est ça. Parfait. Alors, le contexte global, je vais le passer rapidement parce que Vincent a fait une introduction qui était très riche sur le sujet. Effectivement, le secteur du numérique est confronté à une sorte de schizophrénie entre une explosion des usages, donc plus de besoins en bande passante, plus de besoins en données, traitement, stockage, transfert de données, du coup terminaux également. Et il est perçu, le secteur numérique, comme vecteur de croissance, d'emploi et de nouveaux modèles économiques, donc un secteur d'avenir. Néanmoins, il est de plus en plus challengé sur ses impacts environnementaux en termes d'épuisement de ressources naturelles, qui est lié à la multitude de composants qui sont intégrés dans chacun des équipements informatiques qu'on utilise au quotidien, à titre personnel, professionnel, ou qui sont installés sur les réseaux de télécommunications ou dans les data centers. Et également, en termes de consommation d'énergie, consommation d'eau, émissions de gaz à effet de serre, production de déchets électroniques. Hein. C'est vrai que la partie recyclabilité, la boucle n'est pas du tout bouclée. Et le sujet de la mine urbaine, comme quoi avec tous les déchets électroniques, on pourrait refabriquer plein d'ordinateurs, on sait aujourd'hui qu'il est loin d'être concret et réel. En parallèle de ça, l'ensemble de l'évolution du contexte organisationnel et réglementaire fait que la DSI et l'informatique devient un des sujets qui est traité par dans le cadre des démarches RSE des organisations, publiques et privées. Et du coup, de plus en plus, se pose la question comment concilier transition digitale, transition environnementale, sachant que l'ensemble des organisations sont en train de déployer des stratégies réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, à l'échelle européenne, on a des perspectives de neutralité en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on peut intégrer de la croissance dans des objectifs de réduction? Le
problème qu'on avait, nous, en tant que bureau d'études. Donc, nous, on travaille sur la mesure des impacts environnementaux. C'est que pour mesurer, il faut des étalons, il faut des bases de données qui soient fiables. Ce qu'on avait constaté, c'est que on manquait cruellement de données fiables. C'est-à-dire que si on voulait comparer, par exemple, l'impact environnemental d'un serveur HP avec un serveur Dell, c'était très difficile parce que les déclarations environnementales des fabricants, des équipementiers, n'utilisaient pas les mêmes bases de données, n'utilisaient pas les mêmes méthodologies, n'avaient pas les mêmes hypothèses. Donc, c'était vraiment un frein parce que si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas s'améliorer. Donc, nous, on travaille beaucoup sur la partie développement de bases de données, sachant que la mesure, elle est essentielle pour s'améliorer, notamment pour éco-concevoir les équipements, les systèmes, les infrastructures et les services numériques. Ce qu'on appelle secteur numérique est composé des différentes parties qui sont présentées sur la slide, à la fois tout ce qui est terminaux et objets communicants. Donc, dans les terminaux, on peut dissocier la partie ICT, donc bureautique, donc laptop, écran, smartphone, téléphone IP, etc., vidéoprojecteur, impression, et la partie entertainment and media qui va regrouper toute l'électronique que vous allez pouvoir retrouver à votre domicile, par exemple, qui est liée pour les consoles de jeux, les télés, les enceintes connectées, et la myriade d'objets connectés qu'on peut trouver qui sont en train de se développer. La partie réseau, elle est réseau de télécommunication, elle est composée de plusieurs parties, soit une box Internet, point d'entrée sur le réseau fixe, les réseaux privés d'entreprise, et après, donc, les réseaux opérateurs fixes et mobiles, qui servent à transporter les données. Les données sont traitées et stockées au sein de infrastructures de type data center ou de cloud, mais le cloud étant hébergé dans des data centers, qui constitue la partie centralisée du système d'information des organisations. Alors, globalement, je passe rapidement, mais les démarches numériques responsables, elles se situent sur 4 thématiques principales. Tout ce qui va être la mesure des impacts environnementaux de tout ou partie d'un système numérique, d'un équipement, d'un système, d'un service numérique, mesuré et dans une optique de réduction. Ce qu'on appelle Green by IT va regrouper les projets dans lesquels le numérique pourrait être une solution pour réduire les impacts environnementaux parce qu'il permet de réduire les pertes, optimiser les réseaux, réduire les transports, les déplacements. Néanmoins, attention à ne pas faire ce qu'on appelle du transfert de pollution, c'est-à-dire de réduire des déplacements, par contre, augmenter un autre impact de manière, il faut que la balance soit positive au final pour l'environnement. L'éco-conception, c'est une approche qui est vraiment plus orientée produit ou service, c'est-à-dire je vais délivrer un service comme par exemple un service de webconférence et partant de là, comment faire pour que son impact environnemental soit le plus réduit possible. Et finalement, la partie qui était abordée juste avant, également tout ce qui est lié à l'usage, la sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes de la chaîne de valeur pour inciter à un usage raisonné du numérique dans le but de réduire ses impacts sur l'environnement. Alors, rapide présentation d'APL Data Center. Donc, comme l'a dit Abdoulaye en introduction, nous, on est un bureau d'ingénierie spécialisé dans les infrastructures numériques. Depuis 1983, alors en 1983, on ne parlait pas encore de data center, on parlait de locaux sensibles ou salles informatiques. Aujourd'hui, on est une centaine de collaborateurs, on fait à peu près 400 missions clients par an et on est répartis entre Paris, Lausanne, Lyon, Bordeaux et maintenant Marseille. On investit une partie significative de notre chiffre d'affaires dans la R&D. Et ça, c'est aussi une particularité parce que nos dirigeants pensent que la R&D nous permet de nous ouvrir sur demain, sur les nouvelles technologies, sur l'innovation. Et justement, ça fait partie de la vie de l'entreprise de rester actif et de ne pas rester stagnant sur des missions existantes. Alors, notre bureau d'ingénierie est dispatché en 4 business units. Et donc, la business unit dont j'ai la responsabilité, c'est business unit numérique responsable. Donc, nous,
Nos clients, en fait, on va trouver à la fois les spécialistes du data center, mais aussi beaucoup de grands comptes, les entreprises du CAC 40 et les opérateurs télécoms, mais aussi beaucoup d'organismes publics. Donc, depuis les ministères, le CNRS fait aussi partie de nos clients et des administrations ou des collectivités. Notre vision, justement, et depuis des années, comme l'a dit Abdoulaye, moi j'ai créé ma société en 2010, c'était déjà sur le sujet numérique environnement. Et notre vision, c'est vraiment que l'environnement doit être perçu comme un levier d'innovation et un facteur de différenciation. Et non pas comme une contrainte réglementaire, mais comme réellement une opportunité de développer des nouveaux modèles économiques, de l'innovation et de construire demain. Et ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble du secteur digital est en train de prendre conscience des considérations énergétiques et environnementales, tandis que d'autres secteurs comme l'industrie ou l'énergie se sont intéressés, ont eu cette prise de conscience il y a déjà plusieurs années. Notre métier, c'est d'accompagner les acteurs du numérique dans leur démarche de transition. Alors, le lab qu'on a créé il y a 2 ans et demi a pour objectif justement de faire le pont entre nos partenaires académiques et nos clients industriels. En interne, l'objectif, c'est aussi d'inciter à l'innovation et valoriser cette innovation qui est portée par nos collaborateurs. Et aussi de renforcer notre visibilité parce qu'effectivement, faire des publications dans des ouvrages scientifiques ou non scientifiques permet de valoriser l'entreprise et valoriser aussi toute cette démarche de recherche et développement. Donc, c'est vraiment d'intégrer la R&D comme un levier dans la construction de ce qu'on nous offre demain, que ce soit sur des métiers vraiment optimisation énergétique du data center, comment sera le data center de demain, mais aussi, comme on va le voir, de manière plus générale sur le numérique responsable. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un de nos projets de recherche et développement donc, qui s'appelle NegaOctet. Ça reprend beaucoup d'éléments, je pense, qui ont déjà été présentés lors des sessions précédentes. Néanmoins, depuis 2 ans, on constate qu'il y a une forte évolution du contexte sur les impacts environnementaux du numérique. Ça se traduit dans la Convention citoyenne pour le climat, dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été votée en février 2020 et qui, du coup, contient un ensemble de dispositions dont certaines ont déjà été mises en place au 1er janvier 2021, d'autres vont être mises en place au 1er janvier 2022 pour réduire les impacts environnementaux du numérique. La proposition de loi du Sénat, qui du coup est ce que disait Vincent, qui est en discussion actuellement à l'Assemblée nationale et qui va bientôt être publiée. Et en parallèle, on a également le gouvernement qui a publié sa feuille de route nationale numérique environnement. Donc, on voit que l'ensemble des institutions et des parties prenantes s'engagent sur ce sujet et se saisissent du sujet du numérique responsable. En parallèle, un ensemble de publications ont été éditées depuis 2-3 ans. C'est beaucoup plus qu'on a fait des analyses bibliographiques, que ce soit sur la partie organisation, fédération professionnelle ou aussi bien sur la partie R&D. On a une forte croissance des publications sur le sujet depuis 2-3 ans. Donc, le projet NegaOctet, il a été initié en septembre 2018 et son objectif, c'était justement de développer des méthodes et des bases de données pour pouvoir mesurer les impacts environnementaux d'un équipement, d'un système ou d'un service numérique. Notre projet il a été lauréat d'un appel à projet de l'ADEME Perfecto 2018 et ce projet il est porté par 4 acteurs, donc APL Data Center, Dès Demain, LCIE Bureau Veritas et Greenity.fr. Notre objectif, c'est de construire un référentiel constitué d'un cadre méthodologique, un outil d'évaluation, une base de données. Ce projet, initié en septembre 2018, va se clôturer en septembre 2021.
Depuis, en fait, le consortium a été sollicité sur pas mal de projets et notamment, on travaille avec l'ADEME et l'ARCEP pour définir la méthode qui va être utilisée à partir du 1er janvier 2022 pour les fournisseurs d'accès Internet, car au 1er janvier 2022, tous les fournisseurs d'accès Internet devront communiquer aux consommateurs le volume les gigaoctets consommés dans le cadre des forfaits fixes ou mobiles et aussi les émissions de gaz à effet de serre associées. Donc, nous, on travaille sur la méthode pour que tout le monde calcule de la même manière les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est un projet qui est ouvert à consultation du public. Donc, on a eu plusieurs réunions de concertation ouvertes. On a aussi été sollicité pour faire des études sur l'impact environnemental des objets connectés. On travaille pour l'ARCEP et l'ADEME sur la mesure de l'impact environnemental du numérique en France, avec des notions de prospective à horizon 2030-2050. Et on fait une étude similaire à l'échelle européenne. Pour s'assurer que notre méthode mégaoctet était vraiment ancrée dans était applicable et opérationnelle, on a initié plusieurs phases pilotes et on a plusieurs grands acteurs du numérique ou industriels sur leur service numérique qui ont rejoint cette opération et pour lesquels on réalise des études justement d'impact environnemental de leur service ou de leur infrastructure numérique. Alors, rapidement, d'un point de vue méthodologique, comment est-ce qu'on mesure l'impact environnemental de tout court, ça, c'est une méthode qui s'applique à tout type d'équipement ou service. Cette méthode, elle est standardisée, c'est-à-dire qu'il y a des normes ISO 14040, ISO 14044. L'ITU, qui est l'Institut des télécoms, a aussi édité des référentiels alignés sur ceux de l'ISO. C'est 1450 et 1410, ITU. L'intérêt de la méthode analyse de cycle de vie, elle a 3 caractéristiques. La première, c'est que cette méthode intègre les impacts environnementaux qui sont générés à toutes les étapes du cycle de vie d'un produit ou d'un service, depuis l'extraction des matières premières, l'assemblage, la distribution, l'utilisation et la fin de vie. Ça permet vraiment d'avoir une approche holistique qui considère tout le cycle de vie d'un équipement ou d'un service. Son autre caractéristique, c'est qu'elle est multicritère, c'est-à-dire qu'on va considérer plusieurs indicateurs environnementaux pour éviter justement le transfert de pollution. Et sa troisième caractéristique, c'est qu'elle est multicomposante, c'est-à-dire qu'on peut aborder un système complexe composé d'une multitude de composants, comme peut l'être un cloud, un data center ou un service numérique. Donc, comme c'est une méthode qui est standardisée, elle peut faire l'objet d'une revue par des tiers. Et du coup, c'est aussi une base pour la déclaration environnementale objective par les parties prenantes. Donc là, on reprend l'ensemble du périmètre des équipements et services numériques en partant des terminaux, réseaux et la partie data center. Et donc, le secteur couvre l'ensemble de ces équipements. Là, on parle vraiment d'équipements, on n'est pas sur une notion d'usage. Donc, l'analyse de cycle de vie adaptée à, par exemple, à un smartphone, on va prendre en compte les caractéristiques du téléphone, les composants qui le constituent, faire des hypothèses sur sa conception, sa distribution, son utilisation et sa fin de vie. Et donc, on va croiser ces informations avec des données, des bases de données ou un outil d'analyse de cycle de vie qui peut être des logiciels spécialisés ou l'outil utilisé dans 90% des projets qui s'appelle Excel. Et donc, ça nous permet d'avoir une quantification des impacts environnementaux, surtout sur le cycle de vie. Dans l'exemple présent, on voit les impacts environnementaux pour plusieurs indicateurs. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 indicateurs et la répartition des impacts selon les étapes du cycle de vie. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est qu'on constate que le profil environnemental d'un smartphone est le profil environnemental d'un produit qui est jetable. Est-ce que tous les impacts sont concentrés sur la phase de fabrication? Alors, dans le cadre de Négaoctet, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait avoir une base de données robuste. Qu'est-ce qu'on entend par robuste? On entend une base de données qui soit large, qui couvre un large scope d'équipements et de composants,
qui soit actualisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui publient l'impact environnemental d'un laptop de 2012, sauf que le laptop de 2021 n'a rien à voir avec celui de 2012. Donc, une base de données qui soit actualisée, homogène, c'est-à-dire que tous les composants sont analysés avec la même méthodologie, les mêmes hypothèses, et régionalisée, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impact d'un laptop en France ou en Allemagne ou en UK ou à l'échelle mondiale. Donc, ce qu'on a fait, c'est que comme les équipementiers ne fournissent pas d'informations environnementales qui répondent à ces 4 critères, en fait, on a créé nos propres bases de données. Donc, on a fait du rétro-engineering. Donc, on a récupéré des palettes d'équipements IT et on a tout démonté. Donc, on a tout démonté, on a caractérisé les composants et on a tout mouliné dans des bases de données, des outils d'analyse de cycle de vie, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une base de données actualisée, homogène et régionalisée. Et on a recyclé les équipements en fin de vie. Alors, comment est composée notre base de données? Elle est composée de données sur 5 niveaux. Donc, le niveau 0, c'est-à-dire qu'on a remodélisé la fabrication des semi-conducteurs, qui sont les composants de base de l'industrie électronique. Sur la base de ces composants semi-conducteurs, on a modélisé des composants numériques, par exemple un disque dur, un écran, un processeur, une carte RAM. Et à partir de ces équipements, de ces composants, on a modélisé des équipements qui peuvent être des laptops, des box Wi-Fi, des équipements réseau ou des équipements serveurs, stockage, etc. Donc, on a une multitude d'équipements qui ont été modélisés dans la base de données. Je passe rapidement parce que je vois le temps qui passe. Et donc, sur la base des données de niveau 3, on a modélisé des données de niveau 2, on a modélisé des données de niveau 3. Par exemple, un data center qui est composé d'équipements IT et non-IT, ou un cloud, ou un réseau de télécommunications fixe ou mobile. Et sur les données de niveau 3, on a modélisé des données de niveau 4 qui correspondent à des usages. Envoyer un email, télécharger un faire une webconférence, utiliser une requête web, etc. Et donc, là, c'est la méthodologie qui a fait l'objet aussi d'une revue critique qu'on a utilisée pour chaque donnée documentée et complétée. Et là, par exemple, c'est sur les modélisations de serveurs. Donc, on reprend les composants du serveur et on obtient des impacts environnementaux quantitatifs et répartis selon les étapes de son cycle de vie. Donc, on a modélisé plusieurs équipements. C'est une liste non exhaustive des serveurs qu'on a modélisés. Et ce qui nous permet après d'avoir des profils types et de rajouter des nouveaux composants sur la base de caractéristiques techniques. Globalement, par exemple, à l'échelle d'un data center ou d'un cloud, on peut caractériser sur la base des équipements du parc informatique, les caractéristiques du data center et ces niveaux de performance, de voir quel est l'impact d'une plateforme cloud ou l'impact sur un service IaaS d'une machine virtuelle et de voir où se situent les impacts environnementaux. Donc, voilà à quoi sert ce travail. Il faut garder à l'esprit que nous travaille beaucoup sur la partie base de données et mesure. La mesure, c'est très intéressant. Ce n'est pas une finalité en soi. La finalité, c'est de réduire. Et donc, il faut être vigilant à ne pas passer trop de temps à mesurer, mais effectivement, d'avoir cette optique de voir où sont les impacts principaux et quelles actions on peut mettre en place pour les réduire, des actions efficaces. Donc après, on peut modéliser tous les types de services, solutions SaaS, usage objet connecté. Une fois qu'on a la méthode et la base de données, ça peut s'appliquer vraiment à tout type de service. J'arrive au bout de ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bien. Merci Caroline. Je vois que les questions commencent à arriver. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, donc, oui. Une question de Sébastien Faucou. Sur les ressources primaires utilisées pour la fabrication des systèmes, quelles sources de données utilisez-vous? Est-ce que ce sont celles des fabricants? Justement,
en l'occurrence, pour la constitution de notre base de données, nous, on a récupéré des équipements. Donc, en fait, on a refait nos hypothèses et on a reconstitué les Bill of Materials en partant de rétro-engineering. Je ne sais pas si ça répond à la question de Sébastien. Alors, les données du projet seront-elles disponibles? Donc là, on est en train de formaliser le montage de l'organisation qui va porter la diffusion de cette base de données, donc avec plusieurs niveaux de licence et il y aura des licences spécifiques pour les académiques et qui seront vraiment très, très basses. Et l'objectif, c'est que du coup, nous, on a fait une première étape. Donc, il faut aussi, en tant qu'entreprise, on puisse rentabiliser le temps passé. On a fait une première étape, mais ce qu'on souhaite, c'est que le projet il devienne ouvert et que demain, tous les académiques qui le souhaitent puissent venir enrichir cette base de données. Voilà. Très bien. On va peut-être prendre une dernière question, comme on est un peu à la fin. Alors, je vais prendre une question de Yann. Alors, concernant l'épuisement des ressources, quel type de composants identifiez-vous comme particulièrement critiques et pour quelles ressources? Alors, ce qu'on a vu dans les composants, c'est beaucoup sur la partie, donc on a la partie métaux évidemment, et c'est sur la partie silicium où du coup on a des composants qui sont critiques. Ça, je pourrais vous apporter plus d'informations. Là, je suis un peu pris de court, je ne connais pas l'ensemble des données des systèmes. Mais Yann, si vous voulez me contacter, il n'y a aucun problème, je vous répondrai directement avec plus de détails. Très bien. Eh bien, merci encore, Caroline. Désolé d'arrêter là avec ce débat très passionnant. Pas de problème. Et juste si je peux me permettre, merci beaucoup, Abdoulaye, Nathalie, de votre invitation. Et du coup, si parmi l'audience, il y a des PhD intéressés pour nous rejoindre et puis essayer de réduire l'impact environnemental de ce secteur en fort développement, n'hésitez pas à me contacter. Je vous envoie la présentation, Abdoulaye, Nathalie. Et puis, merci à vous de votre invitation. Très bien. Merci beaucoup, Excellente Caroline. journée, excellente conférence.